Vous avez peut-être entendu parler des violentes manifestations en Martinique en août 2024, mais ce sont loin d'être les premières. En Martinique, comme en Guadeloupe, la population dénonce depuis des décennies le sentiment d'être abandonnée par la métropole. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les taux de chômage explosent, les coupures d'eau sont quotidiennes et peuvent durer des semaines, et le tout dans des sociétés marquées par des tensions profondes. Racisme, discrimination, corruption, violence. Et pendant ce temps, dans certaines zones des deux îles, c'est un tout autre décor. Plages paradisiaques, villas, yachts, et une minorité, appelée les békés, qui sont les descendants des colons et des esclavagistes, qui contrôlent les industries de l'île et continuent à s'enrichir dans un système économique hérité du passé. Alors une question s'impose, comment 2 départements français peuvent-ils encore connaître de telles inégalités? Et pourquoi les habitants des Antilles françaises doivent-ils vivre dans des conditions si différentes de celles dans la métropole? Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et je suis récemment rentrée en France pour décrypter l'actualité juridique. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, on est plus de 53 000, je suis trop contente. On a passé la barre des 50 000. Merci de me soutenir dans mon travail et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment pour développer cette chaîne et voilà, je suis trop contente de la voir grandir jour après jour. Je m'hydrate un peu. Parce que le sujet qu'on va aborder, c'est pas un sujet simple. Et d'ailleurs, la boisson que je bois et que je bois très régulièrement, c'est les boissons au lit. Alors pour ceux qui savent pas très rapidement, c'est des sachets en poudre et un sachet est égal à une boisson. Vous versez le sachet dans de l'eau, vous mélangez, c'est très simple à faire. Ça vous permet d'avoir des bonnes boissons avec plein de goûts différents dans les boîtes. Il y a moins de 20 calories par boisson, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vegan et les arômes sont 100% naturels. Dans chaque boîte, vous avez plein de parfums différents et surtout vous avez différents types de boissons. Il y a les thés glacés, donc c'est-à-dire qu'il y a du vrai thé dedans, les boissons énergisantes, le petit paquet jaune, et il y a les boissons hydratation où il y a des électrolytes dedans. Personnellement, c'est celle que je bois le plus parce que j'ai l'impression de plus m'hydrater du coup. Dans une boîte, il y a 14 sachets et donc il y a 14 boissons et c'est donc beaucoup plus écologique qu'une bouteille en plastique par boisson. Et en plus, ça revient à beaucoup moins cher qu'une boisson. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Et vous avez 2 codes promo différents. Si c'est votre première commande, vous avez 5 € de réduction avec le code Anaïs5 des 14,99 € d'achat. Si vous êtes des habitués comme moi, vous avez 10% de réduction sur votre commande avec le code Anaïs10. Vous pouvez également cliquer sur le lien en biographie ou alors scanner le QR code, ça vous amènera directement sur la page avec la réduction qui s'applique. Merci beaucoup à Oli de sponsoriser ma vidéo. Merci de faire vivre ma chaîne tout simplement. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est de parler de la situation de ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe qui sont 2 DROM-TOM, donc départements régions françaises d'outre-mer. On s'intéresse à ces 2 DROM-TOM parce qu'elles ont une histoire commune, elles sont très proches géographiquement, elles ont été colonisées en même temps, elles sont devenues des départements en même temps et aujourd'hui elles traversent des problématiques assez similaires. Mais il est important de souligner que ce ne sont absolument pas les seuls DROM-TOM dans des situations assez alarmantes. Je pense notamment à la Guyane française, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, etc. Ça faisait pas sens de traiter toutes ces différentes DROM-TOM en même temps puisqu'elles ont toutes des histoires différentes, des situations différentes, des problématiques assez différentes. Mais si vous aimez ces vidéos, je pourrais très bien vous faire des vidéos sur d'autres DROM-TOM ou d'autres îles qui appartiennent d'une manière ou d'une autre à la France. La France colonise la Martinique et la Guadeloupe en 1635 au XVIIe siècle. À cette période, la France a des colonies un petit peu partout dans le monde. En Louisiane, au Canada, Dominique, etc. Les populations autochtones de la Martinique et de la Guadeloupe sont très rapidement décimées et se met en place une économie coloniale. Ces 2 îles deviennent rapidement des îles stratégiques. La France fait venir des esclaves achetés en Afrique par bateau pour travailler dans la production de sucre, de café et de cacao notamment. Le fonctionnement de ces îles, c'est qu'il y a les blancs riches, propriétaires de terres et également propriétaires d'esclaves. Ces blancs, on les appelle les békés. C'était d'ailleurs les seuls citoyens à part entière de l'île. Et les békés, ce sont les descendants des premiers colons. C'était ce qu'on appelle des esclavagistes, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves. À cette époque, il y a d'ailleurs un code noir qui est mis en place. En 1685, c'est ce qui va encadrer juridiquement les esclaves et le fonctionnement de ces îles. Dans ce code, on peut lire que l'esclave
l'esclave est un bien meuble, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu comme une personne, il n'a pas de personnalité juridique, il peut être acheté, vendu, transmis par succession, mais il n'a aucun droit puisqu'il n'est pas reconnu comme un être juridique. Pendant plusieurs siècles, cette économie esclavagiste prospère et se développe jusqu'à la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe siècle, période de terreur, durant laquelle il y a une première abolition de l'esclavage. Partout dans les colonies françaises, de nombreux colons sont alors arrêtés et guillotinés. Ça va donc être le cas des béquets, et notamment en Guadeloupe, où la presque totalité des béquets sont guillotinés. Mais la Martinique échappe à cette guillotine, car à cette époque, durant 5-6 ans, la Martinique appartient à l'Angleterre. L'esclavage est remis en place avec Napoléon, et ce sera en 1848 que l'esclavage sera aboli définitivement en France. Le code noir disparaît donc, les esclaves sont reconnus comme des citoyens au même titre que les béquets. Il y a quand même un décret qui est signé pour dédommager les esclavagistes, donc les anciens propriétaires d'esclaves, parce qu'on considère qu'ils ont perdu un bien, et donc du coup pour les dédommager, ils vont tous recevoir d'importantes sommes d'argent. Et donc en fait, même si l'esclavage est aboli, la société, elle reste extrêmement inégalitaire. Les béquets contrôlent toujours l'île, ils sont toujours propriétaires de toutes les terres et de tous les business. Et en plus, ils ont reçu une énorme somme d'argent pour les dédommager, donc ils ont pu encore plus investir, etc. Et les anciens esclaves deviennent des travailleurs très pauvres et toujours dépendants des béquets. Alors, même si en Guadeloupe, la presque totalité des béquets ont été tués. Il y a d'autres investisseurs de la métropole qui vont venir. Il y a également des béquets de Martinique qui vont venir en Guadeloupe. Même si aujourd'hui en Guadeloupe, c'est pas forcément des béquets parce que c'est pas les descendants des premiers colons et des esclavagistes. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on va les appeler les béquets en Martinique et en Guadeloupe. Donc après la fin de l'esclavage, les anciennes colonies restent des colonies, elles ont leurs propres règles, leurs propres codes, leurs propres gouverneurs qui dirigent là-bas, etc. Et petit à petit, il y en a qui commencent à avoir leur indépendance. Et il y a une loi du 19 mars 1946 qui sera d'ailleurs notamment poussée par Aimé Césaire, qui transformera 4 colonies en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Ils deviennent donc des DOM-TOM, des départements français d'outre-mer. Aujourd'hui, on appelle ça des DROM, donc c'est départements et régions d'outre-mer. Mais grosso modo, c'est une énorme avancée parce que ça veut dire que désormais, ils sont régis par le même code, les mêmes règles, la constitution, les lois, etc. Normalement, si vous avez vu ma dernière vidéo sur la 5e République, vous connaissez tout ça. Pourtant, bien que sur le plan administratif, les DROM, elles sont égale à la métropole, la situation dans les DROM, elle est bien loin d'être égale à celle en métropole, et c'est pour ça que la population ne cesse de se soulever pour essayer de dénoncer ça et de changer les choses. Pour commencer, je voulais faire un point concernant les béquets et de manière générale les minorités présentes dans les îles qui contrôlent les entièretés de l'île, parce qu'en fait c'est un problème qui est né à la période de l'esclavagisme et qui perdure aujourd'hui, et ça a des répercussions dans tous les différents points que l'on va aborder. D'après mes recherches et d'après les différents témoignages que j'ai reçus sur mes autres réseaux sociaux lorsque j'ai expliqué que je voulais faire cette vidéo, on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui une très très grosse fracture entre les Antillais et les béquets, donc les descendants d'esclavagistes, les descendants de colons, etc. Alors déjà, il y a quelques familles béquets qui contrôlent presque toutes les industries, toute la distribution, toutes les grandes entreprises, etc. de l'île, et elles s'enrichissent sur le dos des Antillais, mais en plus, elles ne se mélangent pas du tout, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans un coin de la Martinique et dans un coin de la Guadeloupe, et ça nourrit également ce sentiment de méfiance et d'injustice. Il y a énormément de discrimination à tous les points, au niveau de l'emploi, dans les positions sociales. Il y a également des plages qui sont privatisées, c'est-à-dire que normalement les plages en Guadeloupe et en Martinique c'est du bien public, ça ne peut pas être privatisé, et pourtant dans les endroits prestigieux ils empêchent les locaux d'aller sur les plages, etc., alors que c'est totalement illégal. D'ailleurs en 2020 il y a eu des statues qui ont été déboulonnées à Fort-de-France, et notamment les statues de Victor Schœlcher, Joséphine de Beaucharnais ou Pierre Bélin d'Esnambuc. Ces personnes-là c'était des colons, c'est des représentants de l'histoire des colonies, etc., et de l'esclavagisme, et pour les militants ils n'ont pas à avoir des statues qui les représentent dans la place publique pour leur rendre hommage. Il y a eu un procès en 2025 par rapport aux militants qui ont déboulonné ces statues-là. Ils ont presque tous été relaxés, et même ceux qui ont été reconnus coupables, la justice elle a reconnu le caractère politique du geste et elle a donc dispensé de peine ces personnes qui ont fait ça. C'est totalement entendable. Donc tout ça pour vous dire que cette séparation entre les béquets et les Antillais, elle est très forte. Il y a beaucoup de rancœur. Ce problème-là, il est à l'origine de la situation actuelle de la Guadeloupe et de la Martinique.
En Martinique, le seuil de pauvreté, il est de 27% et il est de 34,5% en Guadeloupe. C'est 2 fois plus fort que le seuil de pauvreté en Hexagone, qui est de 14,4%. Pas d'eau courante, ils font de la récupération d'eau de pluie dans ces récipients truffés de moisissures et de larves de moustiques. Le pire, la réelle descente aux enfers, c'est maintenant. Âme sensible à s'abstenir, l'état d'insalubrité du logis se passe de commentaires. Pourquoi il y a un seuil de pauvreté aussi développé en Guadeloupe et en Martinique? Tout commence au moment des études en Guadeloupe et en Martinique. Il y a une formation extrêmement limitée, très peu de masters, très peu d'universités, les ressources sont hors de prix, il y a très peu de livres disponibles sur place pour étudier. Certaines personnes m'ont expliqué qu'il fallait se battre à la BU pour pouvoir louer le seul livre disponible pour toute une promotion. Et en plus, les universités sont apparemment extrêmement dégradées, les écoles également. Dans ces conditions, la majorité des jeunes qui veulent aller faire des études, ils sont obligés d'aller en Hexagone à 6-7 heures de vol, 1000 € le billet d'avion pour pouvoir faire leurs études dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, une culture qui n'est pas la leur, très loin de leur famille. Et ça a un double effet négatif. Les élèves les plus brillants, quand ils partent, ils ne veulent pas revenir. Et donc ça appauvrit énormément le potentiel local des jeunes diplômés. Et il y a une grande partie d'eux qui n'ont pas les moyens. Donc en fait, ça coupe vraiment la possibilité de faire des études et de se former. Et ceux qui restent, ils se retrouvent donc dans une position de fracture sociale, avec une possibilité d'emploi très limitée, et ça renforce donc les inégalités entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ont moins de moyens. Ce problème, il pourrait être amélioré en passant par exemple des accords avec les pays qui sont juste autour, et du coup s'entraider en faisant un référentiel commun. Le problème, c'est que comme ils appartiennent à la France, et ben en fait ça les limite énormément dans les accords qu'ils peuvent passer avec les pays juste autour. Et les étudiants antillais qui sont partis étudier en Hexagone, la plupart ne veulent pas revenir aux Antilles parce qu'il y a énormément de chômage en Guadeloupe et en Martinique, et il y a très peu d'offres d'emploi. En Hexagone, le chômage en ce moment, il est entre 7 et 8%. En Martinique, il est à 22%. Et en Guadeloupe, il est à 19%. Donc c'est-à-dire que le taux de chômage, il est 2 à 3 fois plus élevé aux Antilles qu'en France. L'explication numéro 1, c'est le PIB de la Martinique et de la Guadeloupe qui est extrêmement faible. Je vous explique ça très simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Alors le PIB, c'est la valeur totale de la richesse qui est produite sur un territoire en un an. Le PIB par habitant, c'est donc en quelque sorte la richesse moyenne produite par personne en un an. En Hexagone, le PIB par personne par an, il est de 38 000 €. En Guadeloupe, il est de 28 000 € et en Martinique de 27 000 €. C'est entre 25 et 30% de moins qu'en France. Donc en fait, les Guadeloupéens et les Martiniquais produisent très peu de richesse. Pourquoi? La raison principale, c'est que 70 à 80% de ce PIB vient d'une origine tertiaire. Ça veut dire qu'elle vit surtout de services. Commerce, administration, tourisme, banque, restaurant, transport, c'est-à-dire qu'en fait, on vend, on aide, on accueille, voilà, on va au resto, on vous accueille dans les hôtels, on vous transporte, etc. Mais en fait, on ne crée rien. On importe tout et ensuite on vous vend, on vous propose ces services-là. Et une économie qui fabrique presque rien et qui importe la majorité de ce qu'elle consomme, tout ça, ça fait qu'il y a un PIB très faible, mais du coup, ça empêche également la création de l'emploi. Et pour qu'un territoire augmente son PIB et donc ses offres d'emploi, il faut transformer ses matières premières, développer des industries, développer des entreprises. En fait, il faut vraiment exporter quelque chose, il faut vendre quelque chose à l'extérieur. Il y a également le tourisme qui peut générer beaucoup de valeur. Le problème, c'est que la part de tourisme dans leur PIB, elle est très faible. C'est d'ailleurs assez étonnant, c'est 7% du PIB, alors qu'on se dit, mais attends, ils pourraient tellement faire énormément d'argent là-dessus. Tous les problèmes que je vais vous énumérer, ça freine les tourismes. Il y a un deuxième sujet, c'est que l'agroalimentaire, il est très peu développé. Mais pourquoi? On se dit, c'est sûrement des terres hyper fertiles, où il doit y avoir plein de choses qu'on peut faire pousser dessus, etc. Ils pourraient très bien vendre tout ça et s'enrichir là-dessus. La raison numéro 1, c'est le monopole des béquets. Comme je vous l'ai expliqué, il y a 1 à 2% de la population qui détiennent plus de 80% de tout ce réseau de distribution, etc. Donc qui ont les supermarchés, les ventes automobiles. Cette concentration des pouvoirs limite énormément la possibilité de concurrence, puisque quand t'es un petit commerçant qui essaye de développer ton truc, c'est très dur d'être compétitif face à des géants. En plus, comme ces géants-là, ils ont des parts dans les ports du Havre, ils ont des parts dans les bateaux qui amènent les biens
d'un point A à un point B. Et comme elles contrôlent ça, elles peuvent très bien faire des prix exorbitants pour ces petits vendeurs parce qu'elles n'ont pas envie qu'ils se développent. Ok, tu veux faire ça, quand tu vas importer telle marchandise dans le port, moi je vais te le faire à un prix pas possible. On disait que c'est un système d'étranglement. Elles sont tellement maîtres du marché à tous les états possibles que ça rend très très compliqué le développement d'un business indépendant. En plus, il y a des contraintes structurelles, c'est-à-dire que c'est sur des îles, c'est obligé de tout importer. Ça les rend donc encore plus dépendants de ces béquets qui sont propriétaires dans les ports, etc. Et il y a également un autre problème qui est majeur, c'est que ces deux îles, elles sont françaises, donc elles sont soumises au régime français. Les lois françaises, elles sont pas forcément adaptées à leur situation. C'est-à-dire que déjà, comme c'est français, la main-d'œuvre elle coûte extrêmement cher. Comment rivaliser avec une main-d'œuvre française alors que toutes les îles autour qui peuvent produire les mêmes choses, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, mais également les produits n'ont pas du tout les mêmes normes. L'Union européenne elle est extrêmement stricte sur beaucoup de normes. Pollution en termes de produits chimiques, mais même en dehors de l'alimentaire, ça va être des normes sur la technologie, sur l'automobile, etc. Ces normes-là, elles sont tellement strictes qu'elles empêchent déjà la Martinique et la Guadeloupe d'acheter à ces pays qui sont autour. Donc en fait, ça oblige les Antilles à importer d'Union européenne avec des prix d'Union européenne, avec une main-d'œuvre française. Et donc finalement, les prix sont énormes et elles sont absolument pas compétitives. C'est presque impossible de développer un business là-bas. Par exemple, comme ces îles sont françaises, elles peuvent pas faire partie de la CARICOM. C'est la Caribbean Community, une organisation politique et économique qui a été créée en 1973, qui réunit plus de 20 pays et territoires dans les Caraïbes pour justement permettre de s'entraider, coopérer, etc., faciliter la libre circulation des biens, harmoniser les politiques économiques, etc., entre ces différents pays et territoires pour pouvoir justement travailler ensemble. Dans le CARICOM, il y a notamment la Jamaïque, Trinidad, Barbade, Sainte-Lucie, Belize. Alors après, depuis 2015, la Martinique est membre associée et depuis 2022, la Guadeloupe est membre associée, donc ça leur permet d'avoir un siège et de pouvoir un petit peu participer, mais elles ne bénéficient pas du tout des mêmes intérêts et bénéfices que les autres pays qui sont vraiment des États membres. En faisant mes recherches, je me suis dit, mais pourquoi c'est autant la merde en Guadeloupe et en Martinique et non pas par exemple à La Réunion, alors que La Réunion c'est également une île qui est très loin. Alors déjà La Réunion, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont plus d'1 million d'habitants comparé à la Guadeloupe et à la Martinique, ils sont même pas 700 000 à eux deux. Donc déjà ça change beaucoup pour les entreprises, les investisseurs, puisqu'il y a un marché bien plus important, donc il y a beaucoup plus d'intérêt à vouloir développer des choses là-bas. Ensuite, il n'y a pas de monopole de béquets, il n'y a pas du tout la même histoire, il y a beaucoup plus de compétitivité, beaucoup plus de personnes qui peuvent se développer, etc. En plus, l'État a investi énormément d'argent dans les infrastructures à La Réunion, parce qu'en fait, La Réunion, elle partait de quasiment rien. Donc au moment où c'est devenu un drum, la France a énormément investi dans les routes, les universités, la santé, etc. Alors que la Martinique et la Guadeloupe, ils avaient déjà une grosse économie depuis des siècles. Et ce qui fait que du coup, aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe, il y a plein de choses qui sont vétustes. Une autre raison du chômage, c'est que en plus du PIB, il y a énormément de discrimination et de discrimination à l'emploi. Les résultats des candidatures fictives qui ont été menées en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Paris montrent qu'un candidat qui vient d'outre-mer est globalement très souvent moins retenu qu'un candidat qui vient de métropole. Sachant que dans le testing, c'était des candidats avec des compétences égales. En plus, les natifs des DOM, ils ont en général 45% de chances en moins d'accéder à un poste de cadre par rapport à des personnes qui sont nées en métropole. J'ai reçu pas mal de témoignages de personnes qui étaient scandalisées du fait qu'il y a énormément de chômage dans les Antilles et pourtant il y a plein de personnes qui viennent de métropole en étant embauchées sur l'île pour bosser, alors que les gens qui sont originaires de ces deux îles-là, eux-mêmes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Les postes de la fonction publique n'est pas adapté aux Antilles. Tous les postes de la fonction publique, ils sont recrutés par des concours et une fois le concours réussi, t'es envoyé aux endroits où il y a des besoins. C'est-à-dire que les personnes qui viennent des Antilles, elles réussissent ce concours, elles vont être envoyées à Poitiers parce qu'il y a personne à Poitiers et malheureusement, quand t'es antillais, t'es pas favorisé pour être placé dans un poste aux Antilles. Et il y a aussi l'exode des compétences. Les personnes antillaises qui vont être diplômées, elles vont partir des Antilles pour aller travailler en métropole et le chômage, il touche surtout les personnes qui sont pas diplômées, donc qui n'ont pas forcément eu les moyens de faire des études. Et tout ça, ça entraîne un vieillissement de la population. La Martinique, en 2022, c'est devenu le département le plus vieux de France. Comme il y a moins d'actifs, il y a moins de production, il y a donc moins de PIB, etc. Et en fait, du coup, c'est un cercle vicieux. Il y a moins d'emplois et donc comme il y a moins d'emplois, les jeunes partent encore plus. La boucle ne s'arrête pas.
Maintenant que vous connaissez la situation économique de la Guadeloupe et de la Martinique, vous allez vous dire, bon bah, il y a énormément de personnes qui sont dans des situations de pauvreté, donc ça doit sûrement être moins cher le coût de la vie. Eh bien non, et c'est d'ailleurs beaucoup plus cher. D'après l'INSEE, les prix sont en moyenne 14 à 16 fois plus chers en Martinique et en Guadeloupe. Il y a également le prix des billets d'avion, parce que les îles, elles sont totalement dépendantes de l'avion, et pourtant les prix des billets, même pour aller jusqu'à 20 minutes d'avion, parfois c'est plus cher qu'un Paris-New York. Encore une fois, ça renforce les inégalités, ça renforce l'isolement des personnes qui ont moins d'argent, ça empêche les personnes qui vont habiter en métropole de revenir voir leur famille. Même se déplacer au sein même des Antilles, c'est un défi. Les transports en commun, ils sont très limités, très peu fiables, pas adaptés aux besoins des habitants, donc ils ont tous besoin d'avoir leur propre voiture. Mais les routes, elles sont dans un état pas possible, elles sont très mal entretenues et en plus les frais de voiture sont énormes parce que à qui appartiennent tous les magasins de voitures et les magasins pour réparer les voitures au béquet. Mais la plus grosse différence de prix, elle reste dans l'alimentation. La vie actuelle change parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger le midi. Il y en a qui n'ont même pas un morceau de pain. Et en fait, nous, on se bat pour que ces gens qui sont pauvres et qui ne puissent pas manger au moins un morceau de pain puissent manger ce morceau de pain. Les prix alimentaires, ils sont en moyenne 40 fois plus chers aux Antilles qu'en métropole. Il y a des énormes écarts de prix entre la viande, les jus, même les fruits. Et ça, bien sûr, c'est les personnes les plus pauvres qui vont en souffrir parce que si t'es riche, bah tu t'en fiches de payer 40 fois plus cher ton panier de courses. Et en fait, les aliments très transformés, pauvres en nutriments, c'est ceux qui sont le plus accessibles. Les personnes qui ont moins de moyens vont acheter et donc ça va entraîner beaucoup de problèmes de santé. Pourquoi ces prix? Alors, il y a l'éloignement géographique, effectivement, mais les choses sont beaucoup plus complexes, voire opaques. Alors déjà, tous les produits qui sont importés, il y a une taxe qui s'applique sur l'importation qui s'appelle l'octroi de mer. Cette taxe, elle va varier en fonction de la nature du produit. Ça peut aller entre 0% jusqu'à 50% du prix du produit. C'est une taxe locale pour les collectivités qui va financer énormément de choses sur ces deux îles, notamment les transports, la santé, l'éducation, la sécurité, etc. Grosso modo, si tu importes un produit, tu l'achètes en métropole, il coûte 100 €. Tu le fais venir, il arrive à 110 €. Et ben en plus, il y a l'octroi de mer de 10%, plus l'octroi de mer régional qui va être de 2,5%. Un produit que tu vas acheter 100 € en métropole, ici, il va être à 120 €. Tu veux faire ta marge, bah du coup, tu vas le vendre à 130 €. Le problème, c'est donc que ça augmente énormément les prix, mais en même temps, cet octroi de mer, il est nécessaire pour faire fonctionner les îles, indépendamment de ce que l'État, donc la métropole, leur envoie. Et la question que je me suis posée, c'est bah pourquoi ils consomment pas plus locaux dans ces cas-là, pourquoi ils produisent pas, etc. C'est toujours le même sujet, hein. La main-d'œuvre, elle est beaucoup plus chère, donc en fait, ça revient à encore plus cher de consommer local plutôt que d'importer. En plus, comme il n'y a pas assez de volume, les supermarchés que les béquets ont, bah ils préfèrent acheter en énorme volume. Une autre raison de ce coût exorbitant, c'est donc les marges réalisées par les distributeurs. La production locale, elle représente que 30% de ce qui est consommé. Et en plus, 80% de tous ces groupes-là, ils sont détenus par 1% de la population qui sont des béquets. Par exemple, en Martinique, il y a le groupe Bernard Ayotte qui détient à peu près 26% du marché, le groupe Créo qui détient à peu près 22,5%, le groupe Parfait qui détient 22% et le groupe Safo qui détient 11%. Et à eux 4, ils ont donc 82,5% du marché. Comme ils détiennent tout, il n'y a pas de concurrence. Un prix, il est bas parce qu'on sait que si on vend un produit à 100 et que le voisin, il le vend à 50, tout le monde va aller voir le produit à 50 et on va pas avoir de clients. Si il y a personne d'autre à côté qui va le vendre à 50, bah on peut le vendre à 100 puisque de toute façon, il y a personne d'autre. C'est un peu le sujet ici. Ils savent très bien qu'ils peuvent faire exploser les prix. De toute façon, les gens ont besoin de se nourrir, donc les gens vont devoir acheter. Alors eux, ils justifient pas ça comme ça, hein. Ils disent que c'est le coût de l'importation qui coûte extrêmement cher. C'est vrai, le coût de l'importation coûte cher. Et en plus, ils disent que voilà, il y a énormément d'intermédiaires sur la chaîne de production. Et chaque intermédiaire, il va prendre sa marge. Donc, il va le vendre un petit peu plus cher à chaque fois. C'est vrai, mais encore une fois, ils disent pas tout. Parce que ces grands groupes-là, ils sont également propriétaires de tous ces intermédiaires-là. Ils disent non mais moi j'ai reçu le produit à 120, je l'ai mis à 125, c'est pas déconnant. Oui, mais tu dis pas que entre le 100 et le 120, c'est toi qui as touché toutes les petites marges ou alors une grosse partie. En fait, comme ils détiennent tout, ils sont vraiment maîtres de la situation. Mais est-ce que c'est légal tout ça? Grosso modo, oui. Il y a un grand principe en France qui est la liberté du commerce. Aucune loi en France n'interdit une grosse marge. Les entreprises, elles sont libres de fixer leur prix et elles sont libres de fixer leur marge. En revanche, il y a certaines limites. Par exemple, l'abus de position dominante. Une société qui domine un marché, elle n'a pas le droit d'abuser de sa position pour imposer des prix exorbitants. Ou alors elle n'a pas le droit non plus d'éliminer la concurrence, ou elle n'a pas le droit de rendre l'accès au marché impossible. Vous allez me dire, attends, mais là ce que tu as décrit, c'est exactement ce qui se
se passe? Oui et non, mais le problème c'est qu'on peut pas dire que une des entreprises, un des gros groupes est en position dominante puisqu'elles ont autour de 22-23% du marché, elles ont pas plus de 50% du marché et donc on peut pas les qualifier de position dominante. C'est ballot. Et c'est donc dans ce contexte que de nouveaux mouvements sont apparus en 2024 en Martinique. Il y a notamment Rodrigue Petillo, qu'on surnomme le R, qui est devenu vraiment la figure de ce mouvement-là. Il y a eu énormément de pillages, énormément de violences, les aéroports ont été bloqués. Face à cette mobilisation massive, l'État et plusieurs organisations, les entreprises, etc., qui ont le monopole, ils ont signé le 16 octobre 2024 ce qu'on appelle le protocole de réussite et de moyens. On va essayer de baisser d'environ 20% les prix. L'objectif, c'est que l'écart entre les prix d'Hexagone et les prix de Martinique, ils atteignent 5 à 25% maximum, mais jamais 40%. Alors le problème, c'est que c'est pas une loi, c'est vraiment un accord sur le bon vouloir des parties. Il n'y a pas vraiment d'obligation légale. Et d'ailleurs, c'est pas le premier accord qui a été signé. En 2009, il y avait déjà eu des très gros soulèvements en Guadeloupe et en Martinique qui avaient amené à un accord avec pareil, un renforcement des contrôles, baisse des prix. Et finalement, ça n'avait pas changé grand-chose dans les faits. Malgré cet accord, les violences continuent. Et il y a d'ailleurs une plainte qui va être déposée. Fin 2024, 4 particuliers qui sont des lanceurs d'alerte. Ils ont assigné GBH, donc le groupe Bernard Ayotte, en justice pour défaut de publication des comptes annuels depuis 2018. Une entreprise, tous les ans, elle doit publier son rapport, son chiffre d'affaires, son bénéfice, etc. Le groupe Bernard Ayotte ne l'avait pas fait depuis 2018. C'est énorme, surtout vu la taille de la boîte et la situation actuelle. Bernard Ayotte, c'est un béquet. C'est lui qui a par exemple Carrefour, Monsieur Bricolage, Decathlon, toutes les concessions automobiles, etc. Et de Bernard Ayotte, il dit que lui, il est pas du tout responsable de cette crise de la vie chère. Il dira d'ailleurs, je pense que notre groupe, contrairement à ses affirmations, est le premier acteur contre la vie chère. Et il explique, voilà, encore une fois, que c'est à cause de l'importation des prix, mais que lui, il se fait une toute petite marge. Suite à ça, le 9 janvier 2025, Libération sort un article en expliquant que les marges GBH sont 3 à 4 fois supérieures de celles en France métropolitaine, que l'argument c'est à cause du transport, ce serait absolument pas justifié, que GBH profite de son poids pour fixer des prix aberrants. Et les explications des différents coûts, elle est peu claire, c'est opaque, il y a des choses qu'on ne sait pas et ça sent le roussi. Juste après ça, le 13 janvier 2025, il y a une nouvelle plainte qui est déposée contre X cette fois-ci pour entente et abus de position dominante. Il y a des centaines et des centaines de citoyens qui viennent adhérer à cette plainte. Un petit peu après ça, la plainte contre le groupe Bernard Ayotte continue. Bernard Ayotte doit donc aller au tribunal, expliquer voilà les raisons des prix. Et en février, il est obligé de publier ses chiffres. On voit donc son chiffre d'affaires de 2023 est de 4,9 milliards d'euros, que sa marge commerciale est de 34,4%. Son bénéfice net est de 227 millions d'euros. Ses marges, elles sont qualifiées de anormalement élevées. Là, on voit bien que non, ce n'est pas que le coût des bateaux. Il y a des marges énormes et d'ailleurs, la preuve, leurs bénéfices par an sont énormes au vu de la petite taille du marché. Il n'y a même pas 1 million de personnes qui sont sur ces deux îles. Avoir un aussi gros bénéfice pour aussi peu de clients, c'est chelou. Donc voilà, il y a encore ces plaintes qui sont en cours, ces enquêtes. Il y a également une enquête administrative qui est en cours pour savoir si les gros groupes qui dominent le marché, ils n'auraient pas fait des alliances avec les politiques et du lobbying. Et durant l'année 2025, il y a pas mal de rapports qui ont été rendus expliquant que voilà, il y avait eu des baisses de TVA sur certaines familles de produits, donc ça avait permis de un petit peu réduire les coûts. Dans les faits, selon les témoignages que j'ai reçus, il n'y a pas du tout de différence dans leur caddie à la fin des courses. Mais alors, qu'est-ce qui sauverait la situation? Alors déjà, mieux réglementer les prix, ça c'est clair. Augmenter la production locale pour justement augmenter le PIB, etc. Et aussi accepter une meilleure coopération régionale avec les différents pays autour, parce qu'encore une fois, là, ils sont soumis au droit français, mais c'est absolument pas adapté à leur situation, et ça les bloque parce que du coup, il n'y a aucune compétitivité comme ils sont régis par les normes européennes. En plus du problème de la vie chère, il y a un réel problème concernant la santé. Déjà, les hôpitaux, etc., il y a une énorme inégalité par rapport à la métropole. Il y a un manque d'effectifs énorme, il n'y a pas assez de médecins, pas assez de spécialistes. Par exemple, en Guadeloupe, il y a 354 docteurs pour 100 000 habitants, alors qu'à l'Hexagone, il y en a 437. Il y a certains spécialistes qui n'existent même pas aux Antilles. Par exemple, les neurochirurgies pédiatriques, la chirurgie cardiaque, tout ce qui va être chirurgie à cœur ouvert, il faut aller en métropole.
métropole, sachant que encore une fois l'avion coûte extrêmement cher, c'est très loin. Il y a pas mal de cliniques privées et donc en fait les personnes qui ont vachement d'argent, ils vont aller soigner dans les cliniques privées ou alors ils vont aller voler jusqu'en Hexagone pour se soigner. Et il y a énormément de Antillais qui n'ont pas forcément de moyens pour aller en Hexagone, qui ne se soignent donc pas. Et en 2019, il y a un tiers des Martiniquais ou des Guadeloupéens qui ont été contraints de retarder leurs soins, voire d'y renoncer à cause de la situation des infrastructures de santé. Les hôpitaux sont dans des états catastrophiques, ils sont très vieux, il y a de la moisissure, c'est assez choquant. Et il y a d'ailleurs le CHUG, donc c'est-à-dire le CHU de la Guadeloupe qui en est un petit peu le témoin. On dit souvent ici qu'on entre au CHU de la porte principale et qu'on en ressort par la morgue. Cédric, aide-soignant à Pointe-à-Pitre. Le CHUG, il est extrêmement endetté. Il a une dette d'environ 50 millions d'euros à l'État. Et pour couronner le tout, il y a beaucoup de problèmes de santé aux Antilles. Il y a plus de la moitié de la population qui est en surpoids ou qui est obèse. Il y a 2 fois plus de diabétiques qu'en France métropolitaine. Et donc c'est un peu un cercle vicieux. Les personnes qui ont moins de moyens, elles ont plus de problèmes de santé. Et elles ont plus de problèmes de santé, donc elles peuvent moins travailler. Elles peuvent moins travailler, elles ont moins de moyens. En dehors de l'obésité, il y a également un très gros problème de santé qui est causé par le corkédone. Tout part du fait que en Guadeloupe et en Martinique, il y a énormément de culture de la banane. Au cours du XXe siècle, il y a un insecte qui vient détruire les cultures de bananes. Les agriculteurs utilisent donc des insecticides pour protéger les cultures de bananes et notamment le corkédone. L'État autorise l'utilisation du corkédone en 1972 alors qu'il y avait déjà des alertes par rapport aux problèmes de santé que ça pouvait causer. Et c'était un produit tellement grave qu'il a été interdit en métropole en 1990. Il a été interdit dans les Antilles seulement 3 ans plus tard, en 1993. Ça veut dire que pendant 3 ans, ils ont laissé utiliser un produit qui était extrêmement dangereux pour la santé sur toutes les terres des Antilles, s'infiltrer dans la terre, aller dans les eaux, etc. Mais l'État accorde quand même 2 dérogations pour son emploi aux Antilles, parce que l'entreprise qui fournit le pesticide aux producteurs de bananes antillais en détient des stocks très importants. Et le dirigeant de cette entreprise, Yves Ayotte, est un puissant entrepreneur martiniquais dont la famille s'est installée sur l'île au XVIIe siècle. Et il est aussi le président du groupement de producteurs de bananes de Martinique. Et il a le bras long, Yves Ayotte. Pour obtenir une dérogation à l'emploi du chlordécone, il a pratiqué personnellement un lobbying auprès de Jean-Pierre Soisson, un des ministres de l'Agriculture qui ont accordé en tout 2 dérogations. Alors voilà, c'est dans les années 2000 et notamment en 2007 que le scandale a commencé à éclater en expliquant à quel point ce produit était grave et à quel point l'État a laissé ce produit être utilisé. Et aujourd'hui, il y a plus de 90% des Antillais qui ont du corkédone dans leur sang. Le corkédone, ça augmente les cancers de la prostate, le système nerveux, le système de reproduction, le fonctionnement de certains organes comme les reins, le foie, etc. C'est vraiment un produit extrêmement nocif. Pendant plus de 10 ans, il y a eu des enquêtes judiciaires par rapport à la responsabilité au nom de l'État. Et en 2023, il y a eu une ordonnance de non-lieu dans plus de 300 pages, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé qu'ils ne poursuivraient pas l'État, notamment parce que ça le faisait extrêmement longtemps. Voilà, c'est des faits qui remontent à il y a 20 ans, en expliquant que l'État n'était peut-être pas tant au courant que ça. Des investigations récentes sont sorties et ont montré qu'il y avait pas mal d'archives par rapport à ces évaluations du corkédone qui avaient disparu. Encore beaucoup de zones d'ombre, mais en tout cas aujourd'hui, les Antillais souffrent de ce corkédone. Leurs terres et leurs eaux sont polluées encore aujourd'hui au corkédone puisque c'est un produit qui met entre 500 et 700 ans à partir. Et il y a une autre crise en ce moment, et c'est une crise extrêmement grave, c'est la crise de l'eau. Depuis toujours, il y a un problème dans les Antilles avec la distribution, l'épuration ou le réseau d'eau de manière générale. Mais depuis 2015, ce problème s'est extrêmement dégradé. Notamment en ce moment en Guadeloupe, il traverse une période très difficile depuis septembre 2025. 60 à 70% des Guadeloupéens sont confrontés à des coupures d'eau très fréquentes. On est obligé de faire des réserves à chaque fois et c'est insupportable. Ça fait combien de jours là? Depuis samedi. Donc ça fait 4 jours. Ça fait déjà 4 jours. Et c'est pas évident parce que tu as des enfants, tu as le repas à faire. Il faut laver les équipements de la cuisine, tout ça. La coupure d'eau, c'est pas seulement le robinet de l'eau potable, c'est également les douches, etc. C'est plus d'eau du tout. La durée moyenne de ces coupures, elle a tendance à varier, mais elle peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si chez vous, vous pouvez pas vous laver, vous pouvez pas tirer la chasse d'eau, vous pouvez pas boire. Et ça, dans une région où il fait très chaud, et ça peut durer des semaines. Pour essayer de diminuer ces coupures d'eau, dans certaines communes, par exemple, ils font un jour avec
avec de l'eau un jour sans eau pour essayer de rétablir la pression dans les robinets, etc. Et sachez que même lorsqu'ils ont de l'eau, elle peut être marron, elle peut être pas du tout potable, polluée, contaminée par des bactéries. Il y a certains habitants qui doivent aller à la rivière pour se procurer de l'eau. Et il y a d'ailleurs l'ONG Notre Affaire à tous qui dénonce une discrimination environnementale parce qu'en fait, ce rapport de l'eau, encore une fois, il renforce les inégalités. Pourquoi il n'y a plus d'eau? La principale raison, c'est l'état désastreux des canalisations. Il y a un réseau d'eau totalement vétuste qui date des années 50-70, qui a un entretien totalement insuffisant. Il est tellement détérioré que l'eau qui est produite entre le moment où l'eau elle est envoyée et le moment où elle arrive, il y a 70% de l'eau qui a été perdue dans les fuites et dans les canalisations. 70%, vous vous rendez compte, mais c'est tellement énorme. Et en plus de l'eau qui n'arrive pas dans les tuyaux, l'eau qui arrive chez les gens est très souvent polluée ou contaminée. Selon des études, l'eau en Guadeloupe, elle est très souvent contaminée par des polluants d'origine agricole, industrielle, domestique. Pour éviter la situation, il faut acheter des filtres, mais ces filtres coûtent extrêmement cher. Et donc encore une fois, ça profite à qui? Aux gens qui ont de l'argent. Vous allez me dire, mais pourquoi les canalisations sont dans un tel état? Et bien tout simplement parce qu'en fait, ça coûte trop cher de les rénover. L'État n'investit absolument pas assez dans ces canalisations d'eau. En plus, comme il y a beaucoup de séismes, beaucoup de tempêtes, de catastrophes naturelles, etc., ça n'aide pas du tout et ça rend l'entretien encore plus compliqué et encore plus cher. Dites-vous que les services d'eau sont totalement endettés parce qu'en fait, les gens refusent de payer leurs factures d'eau étant donné qu'il y a tout le temps des coupures. Ils perdent 70% de leur eau. Ils passent leur temps à essayer de réparer les canalisations, mais c'est dans un tel état que finalement, ils n'y arrivent pas. Ils sont totalement endettés. Là, pour le coup, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut juste que l'État investisse pour améliorer la situation des canalisations et rénover les canalisations qui datent de parfois 40, 50, 60 ans. J'ai posé la question à un homme politique qui travaille pour la Martinique et je lui ai demandé mais pourquoi l'État il investit aussi peu dans la Martinique et la Guadeloupe, enfin c'est quand même des territoires français, et il m'a dit bah la Guadeloupe et la Martinique ils rapportent pas beaucoup de voix politiques et en plus ils sont connus pour ne pas du tout voter, donc en fait politiquement les gens n'ont aucun intérêt à s'investir là-dedans parce qu'ils savent que même s'ils font des efforts ils auront pas de voix en retour. C'est tellement égoïste comme raisonnement. Est-ce que c'est légal de ne pas avoir accès à l'eau en France? Eh bien non. L'accès à l'eau est un droit fondamental reconnu par la France mais également par le droit international. Et depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le droit français reconnaît que chaque personne physique pour son alimentation et son hygiène a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Tout le monde a le droit à l'eau, mais il n'y a aucune loi ni règlement qui est mis en place pour expliquer comment c'est censé être mis en œuvre. Voilà, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Donc finalement, c'est un peu symbolique et il sert pas à grand chose ce droit-là. En mars 2024, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme qui a saisi le comité européen pour dénoncer les manquements graves de l'État français par rapport à l'eau. Mais cette plainte, pour l'instant, elle a donné sur rien. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une condamnation par rapport à ça. En novembre 2025, il y a un collectif qui a déposé plus de 255 nouvelles plaintes pour mise en danger liée à la mauvaise gestion de l'eau. Mais encore une fois, sur quoi ça va découler? Est-ce que va y avoir des vraies condamnations? Il y a un autre point que pas mal de personnes évoquent par rapport à la Guadeloupe et à la Martinique, c'est la corruption. C'est lorsque des personnes qui représentent l'État prennent de l'argent qui est censé aller à l'État pour leurs intérêts personnels. La Guadeloupe, elle fait partie des départements français où les faits de corruption sont les plus fréquents. Il y a eu plusieurs affaires assez récentes par rapport à la corruption, comme par exemple l'affaire Letchimy-Laguerre. Grosso modo, c'est les élus locaux et le maire de Fort-de-France qui se sont versés des salaires fictifs. Il y a également une affaire du Fonds européen. Il y a des élus et notamment la présidente du tribunal de Fort-de-France, Karine Gonnet, qui est accusée d'avoir détourné pas mal d'argent pour se payer des 4x4, des voyages, du matériel informatique, etc. Et c'est vrai qu'au vu de la situation actuelle, de savoir que l'argent qui est censé être reversé pour eux, pour essayer d'améliorer leur situation, ait été utilisé pour leurs biens personnels et leurs petits caprices, ça passe pas du tout et honnêtement je comprends pourquoi ça passe pas. Et pour finir, il y a quand même un point sur lequel je voulais revenir, c'est la violence qui règne en Martinique et en Guadeloupe. En 2024 et en 2025, les taux de criminalité, ils ont énormément augmenté dans ces deux îles. Il y a un nombre élevé de meurtres, de tentatives d'homicides, de délits, de crimes, etc. En France métropolitaine, par exemple, il y a 1,5 homicides pour 100 000 habitants, alors qu'en Guadeloupe, il est de 9,4 et en Martinique de 6,9. Le taux d'homicide est donc 6 à 9 fois plus important aux Antilles qu'en France.
Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez un peu plus compris la situation de la Guadeloupe et de la Martinique. Ça reste des îles qui sont magnifiques, qui ont une culture hyper riche et moi je n'y suis jamais allée et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir la Guadeloupe et la Martinique un jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Oli de sponsoriser cette vidéo. Et d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la 5e République. Beaucoup de gens ont dit qu'elle était d'utilité publique. Je suis personnellement très fière de cette vidéo et je pense que ça peut énormément vous servir pour comprendre le fonctionnement de notre pays. Merci beaucoup et gros bisous!